Donc on s'est arrêté à l'expression de la vitesse volumique de réaction. J'ai dit que, s'il vous plaît, comme vous avez, si vous pouvez voir sur la feuille que vous avez là, jamais on ne demande l'expression de la vitesse d'une façon dans le temps, mais uniquement on va travailler sur cette expression à des instants bien définis. Il nous demande par exemple définir la vitesse de réaction à l'instant t est égal à 40 secondes ou est égal quand vous allez, là vous avez deux instants t1 et t2 et vous remarquez que c'est déjà, il y a une tangente qui est tracée à deux instants t1 et t2. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, que pour nous, lorsqu'on demande la vitesse à un instant donné, v à l'instant t1, on cherche à arriver à un vs. Là, c'est un donné dans l'exercice ou dans l'étude, et là, d de x sur dt à l'instant t est égal à t1. On traduit cette expression-là, ce n'est plus une fonction, mais c'est une valeur. Ça représente quoi? Ça représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe à cet instant t1. Donc, on écrira, vous écrivez en même temps que moi, d de x sur dt. Donc, pour déterminer v à l'instant t1, il suffit oui, toujours dans la définition. Donc, pour définir v à l'instant t1, il suffit de déterminer le coefficient directeur ou la pente de la tangente à la courbe à cet instant. Donc on aura V à l'instant T1 est égal à A1 sur VS qui est A1. Voilà le côté pratique de cette relation-là. N'oublions pas de définir les unités. Là, c'est en mol, le temps en secondes, le volume, on travaillera dans le système international, c'est le mètre cube, et là, ça sera en mol, seconde moins 1, mètre moins 3. D'accord? Comme on peut utiliser d'autres unités, ça dépend. L'évolution de systèmes étudiés, parfois on utilise la minute ou l'heure, on utilise le volume, le litre, donc là c'est toujours le mol. On peut utiliser minute, on peut utiliser le litre, et ça sera l'unité, c'est en mol, minute moins 1 et litre moins 1. Et de là, on peut avoir par exemple heure. Si cette transformation est vraiment lente, on utilisera comme unité d'expression pour exprimer cette vitesse en heure moins 1. Oui.
Non, là on travaille, s'il vous plaît. En physique, on utilise l'équation aux dimensions. Lorsqu'on traite une relation par équation 2, on ne voit pas de dérivée. Quelles sont les grandeurs qui apparaissent dans cette relation? Donc là c'est V, là c'est 1 sur V, là c'est X et là c'est le temps. Donne-moi l'équation dimension de cette relation-là. C'est V. C'est la quantité de matière X sur Vs sur le temps. Là c'est le temps. Cette expression D sur D n'apparaîtra pas dans l'équation aux dimensions. D'accord? Et pour son unité en a seconde ou bien. Non, là, regarde la courbe que tu as devant toi. Quelles sont les unités utilisées dans cette courbe? Nous avons X en mol et T en seconde. Donc, s'il ne donne aucune indication pour l'unité, j'utiliserai la vitesse à cet instant en mol. Le volume, comment est l'unité de volume? En litres. Mol, litre moins 1, seconde moins 1. Sauf une contre-indication. Exprimer la vitesse en mol, litre moins 1, mètre cube moins 1. Là, je suis obligé de convertir et d'adapter les unités qui sont dans l'exercice avec les unités qui sont demandées. D'accord? On verra ça par la suite. Ça ne pose pas de problème en pratique. D'accord, on passera là. C'était de 1, de 2. De 2, facteurs influençant la vitesse. Facteurs influençant la vitesse volumique de réaction. En réalité, nous l'avons déjà cité. Quels sont les facteurs qui influencent la vitesse de réaction? La température, les concentrations initiales des réactifs et la présence d'un catalyseur. Vous écrivez. La vitesse volumique de réaction. La vitesse volumique de réaction dépend de la température du mélange réactionnel, dépend de la température du mélange réactionnel. Vous ouvrez une parenthèse. Qu'est-ce qu'on écrira pour expliquer? Donc on donnera que plus cette température est grande, plus la température augmente, plus la vitesse. Mais on va voir l'autre sens. Ça veut dire quoi? Si on diminue la température, la vitesse de réaction diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on veut faire arrêter une transformation chimique, il suffit de baisser la température.
Donc vous ouvrez la parenthèse et vous écrivez une diminution de température produit une diminution de température provoque une diminution de vitesse de réaction. Provoque une diminution de vitesse de réaction. 2 points. Diminution de vitesse de réaction. 2 points. On peut arrêter une transformation chimique par une trompe c'est-à-dire un changement brusque de la température par exemple, de 20 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. Une trempe, c'est mettre le mélange réactionnel dans un bain de l'eau glacée, c'est-à-dire le 0 degré Celsius, et là, on peut arrêter ou rendre le plus petit possible cette vitesse de réaction. Quel est l'intérêt de cette... Par exemple, on aura cette question. On met le mélange réactionnel dans un bécher où il y a de l'eau glacée. Par exemple, là. Normalement, la réaction, elle est continue. Je veux, par méthode, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, je veux déterminer la quantité de I2 présente dans ce bécher-là. Et je veux déterminer à cet instant. Donc, je dois arrêter la transformation à cet instant. Et pour l'arrêter, il suffit de le mettre dans de l'eau glacée. Et là, on est sûr que ce que je détermine par dosage ou titrage à cet instant correspond vraiment à l'instant voulu. Ou parfois, on peut, le deuxième remarque, mettre de l'eau, ajouter carrément de l'eau glacée. Et on va jouer sur 2 choses. En ajoutant de l'eau glacée. Voilà. Donc, parmi les facteurs qui influencent cette vitesse, c'est la concentration initiale des réactifs. Une fois que j'ajoute de l'eau, je diminue la concentration des réactifs à cet instant et par la suite, je diminue la vitesse de réaction. Pourquoi on veut diminuer la vitesse de réaction? Avec plus de précision. Parce que on veut, l'objet est de déterminer un instant donné. Par la suite, je peux vous montrer un dosage que j'ai fait il y a plus que 12 ans. Je n'ai pas ajouté ni eau, ni le mettre dans de l'eau glacée. Une fois que j'arrive à ce point d'équivalence qu'on parlera par la suite, il réapparaît la couleur de nouveau. C'est-à-dire que la réaction, se produit d'une façon continue. Mais pour déterminer, il faut l'arrêter. Tant que l'eau est de l'eau glacée est là, la réaction est bloquée. D'accord? Donc à la ligne, on notera, donc la trempe, nous ne l'avons pas écrit, mais c'est mettre le mélange réactionnel dans de l'eau glacée. À la ligne, on peut diminuer la vitesse. On peut diminuer la vitesse par diminution. On peut diminuer la vitesse par diminution. Par diminution. On peut diminuer la vitesse par diminution des concentrations des réactifs. Par diminution des concentrations des réactifs, entre parenthèses, ajouter de l'eau. Entre parenthèses, ajouter de l'eau. Puisque lorsqu'on ajoute de l'eau dans une réaction, il peut modifier les produits.
tout à l'heure, tu as dit le bon mot. En ajoutant de l'eau, on fait quoi? La concentration. La concentration. On laisse la chimie, on imagine qu'on est à la maison. Et je demande un café noir, une petite tasse, et je constate que ce café noir, il est très concentré. D'accord? Je demande soit le thé, soit parfois le thé, d'après la couleur. Donc on demande qu'elle est très, très concentrée. L'autre, est-ce que je peux ajouter de l'eau? Oui. On ajoute de l'eau chaude. On aura une coloration qui est satisfaisante pour l'œil. Mais la quantité de matière là, la quantité de café dans sa tasse, est-ce qu'il a changé? Non. Donc j'aurai la même quantité de matière du café. Seulement l'œil sera satisfait. Mais mon estomac ne le sera pas. Parce qu'il va prendre la même quantité de café. En ajoutant de l'eau, on change la concentration, mais jamais on change de quantité de matière. Et c'est ça ce que nous avons vu dès le tronc commun, le procédé de dilution. Donc la dilution, la relation principale, c'est que quoi? Avant et après, on a la quantité de matière est conservée. On fait que N1 et N2 sont égaux, parce que la quantité de matière ne change pas. C'est-à-dire C0 V0 est égal à C1 V1. Donc, en ajoutant de l'eau, je ne change en rien la quantité de matière. Mais en changeant la concentration, au cours de dosage là, quelle est la relation? Nous l'avons fait l'année dernière, en première année, le dosage colorimétrique, dosage d'oxydoréduction. Ce point d'équivalence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on écrira au point d'équivalence? Est-ce que nous utilisons la concentration ou la quantité de matière? La quantité de matière. On utilise par exemple dans les acides et les bases, la quantité de matière de l'acide présent dans le bécher est égale à la quantité de matière qui est ajoutée par la burette pour avoir cette équivalence. Et par la suite, qu'on traduit cette quantité de matière par C fois V. D'accord? Donc, il y a une malcompréhension entre concentration et quantité de matière. Le dosage ou le titrage joue sur la quantité de matière. La dilution ne change en rien la quantité de matière. D'accord? On ne réagit pas, il change seulement la concentration. Non, seulement la concentration. Mais au cours, les lois qui gouvernent le titrage, ce n'est pas la concentration. Donc, c'est la quantité de matière. Donc, uniquement ce qui va se produire, au lieu d'avoir une coloration qui est foncée, j'ajouterai de l'eau. Là, ce n'est pas la même chose. La quantité de matière, au début, c'était la même. D'accord? Mais une fois que je vais faire le dosage ici, là, je vais essayer d'aller un peu... J'ajoute. Donc, il faut utiliser celui-là. Donc, ajouter de l'eau ou non, la quantité de matière, elle est la même. Donc, je vais essayer d'ajouter... Regardez. Voilà. La quantité de matière qui était présente là est totalement... Donc, en lisant ce volume-là, je peux déterminer la quantité de matière qui était nécessaire pour transformer tout I2 en I-. D'accord? On reviendra à cette expérience tout à l'heure. Donc, on passera à 2, 3. Temps de demi-réaction. 2, 3. Temps de demi-réaction.
de 3 temps de demi-réaction. On le note T1 demi. Donc là, toujours on trouvera comme question dans les exercices ou même au baccalauréat, définir le temps de demi-réaction. Donc le temps de demi-réaction, ne notez pas, c'est le temps nécessaire pour que l'avancement x, c'est le temps où l'avancement x est égal à, à la moitié de sa valeur finale. Lorsque x tendra vers x 1 demi, on note t, ça sera t 1 demi. D'une façon non correcte, on parlera de temps de demi-réaction. Comme si on prend le double de t 1 demi, on aura le temps de réaction. Ça, c'est pas vrai. Parce que faire cette règle de proportionnalité ou cette règle de 3 nécessite que l'évolution soit proportionnelle au temps. Mais nous savons, à partir de la courbe là, d'après la courbe, il n'y a pas une relation entre x et t qui est proportionnelle. Donc je ne dois pas dire que le temps nécessaire pour réaliser le temps de demi-réaction, ça sera la réaction totale, ça sera 2 fois t1 demi, d'accord? Donc cette notion, on parlera du côté historique de cette notion de t1 demi. Normalement, personne ne m'a posé la question pourquoi ce t1 demi et d'où vient-il? Pourquoi, au cours d'une transformation chimique, nous voulons connaître ce t1 demi, le temps de demi-réaction. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est pour connaître ou poursuivre cette évolution, il vaut mieux de connaître ce t1 demi afin d'organiser mon travail. Est-ce que je vais faire une étude selon des intervalles de temps, 2 minutes, 2 minutes, ou 1 minute, ou 5, ou 6, ou 10, ça dépend de ce temps-là. La réalité, ce temps de demi-réaction vient de la médecine et de la pharmacie. C'est eux qui ont les premiers à avoir parlé de ce temps 1 demi. Comment? En réalité, pour bien comprendre ce temps 1 demi, en médecine, en pharmacie, parfois on sent une douleur, on se précipite vers soit un hôpital. La première des choses, soit qu'on donne une piqûre, soit des médicaments. Et là où apparaîtra, c'est T1 demi. Par exemple ici, cet médicament, il va faire une réaction dans notre organisme. Donc il doit faire disparaître un autre produit qui donne cette sensation. Donc, la première des choses, il faut que ce T1 demi quoi? Comment il doit être? Le plus petit possible. Une fois qu'on est en urgence, une piqûre, quelques secondes, et on est soulagé. D'accord? Là, c'est le sens de ce temps de demi-réaction. C'est-à-dire, on choisira un produit de telle façon à réagir dans un intervalle de temps qui est court. Mais pour les maladies chroniques, parfois, on donne des médicaments, une pilule ou un comprimé pour la journée. Comment il sera le temps de demi-réaction là? Il doit être lent. Sinon quoi? Sinon, cette glycémie va chuter et il y a des complications. Donc, ce temps de demi-réaction, on le trouvera ailleurs et non pas en chimie, mais son application est dans la les produits pharmaceutiques. D'accord? Selon ce que nous voulons, nous pouvons réaliser un temps, on parlera de le premier temps de demi-réaction et de deuxième et de troisième, selon le processus qu'on étudiera. Donc, pour nous,
après cette image-là, on parlera de temps de demi-réaction. C'est une définition qui est purement théorique et ne trouve pas une application dans lorsque l'avancement deviendra la moitié de sa valeur finale, alors dans ce cas-là, le temps qui correspond à cet instant, ça sera le temps de demi-réaction. Donc, à la ligne, on définira le temps de demi-réaction. On définira le temps de demi-réaction. Notez T1 demi. On définira le temps de demi-réaction. Notez T1 demi. La durée au bout de laquelle l'avancement x atteindra la moitié de sa valeur finale. Atteindra la moitié de sa valeur finale. Donc, AT est égal à T1 demi. X1 demi est égal à X final sur 2. De sa valeur finale. Si j'ai la X et là le T. Donc la première des choses, là c'est quoi? C'est X au cours d'une transformation donnée. Il commence par 0 et atteindra là une valeur, c'est là qu'on notera X final. Nous constatons que vers un temps assez grand, que la valeur de X final est constante. Donc là c'est X final sur 2 et là c'est T1 demi. Donc je détermine X final, sa moitié, et là on aura nous l'avons sur l'activité que vous avez devant vous. Tout à l'heure, c'est là où on va, pour passer à cette feuille que vous avez devant vous, on parlera un petit peu de ce X final et de ce X max. Au début de la séance, j'ai dit on laissera cette discussion par la suite. Oui, vous faites le schéma et vous schématisez c'est T1 demi X final sur 2. Pour l'appliquer par la suite. Toujours je donne cet exemple concernant différencier X max de X final. Cet exemple, c'est une course. On prendra une course de 1500 mètres, d'accord? Et la distance maximale à courir, c'est combien? 1500. On ne peut pas la dépasser. C'est la valeur, c'est la distance maximale. Mais en réalité, je peux changer l'exemple et donner un marathon. Au cours de ce marathon, c'est une distance qui est grande. Sa valeur maximale, elle est connue. Mais demain, je vais participer à ce marathon ou cette course-là. La valeur finale, c'est quoi? Je dois participer d'abord et réaliser ce parcours. Et la distance à laquelle je vais m'arrêter, ça sera quoi? X final. Toujours, j'ai dit tout à l'heure, je donne un exemple de rouge. Au jeu
olympiques d'Atlanta. Tous les Marocains, et même Grouge, ont souhaité, ou on est sûr d'avoir un record du monde de 1500 mètres. Mais qu'est-ce que c'est arrivé au cours de cette course? Vous n'étiez pas encore... Et là, il n'a pas terminé la course. Un petit choc avec un Algérien qui est morcelé, et c'est tombé, je pense. Il n'a pas... Donc, est-ce que X final est égal à X max? Non, il n'a pas terminé. Donc, ce qui est à la veille, on est sûr d'avoir quoi? Un record du monde. Et X final, ça sera X max. Mais en pratique, le lendemain, en exercice, on n'a même pas terminé. Il n'a pas... Donc, en résumé, qui peut me donner la différence entre X final et X max? X final, elle est liée à quoi? À une expérience. Tout ce qui est obtenu à partir d'une expérience, c'est X final. Lui, il tenait le record du monde, mais il doit jouer le lendemain. On ne peut pas lui donner la médaille seulement qu'il est le teneur de cet record du monde. Donc, il doit réaliser cette course et il l'a terminé en premier, d'accord? Mais pour nous, dans les exercices, tout ce qui est lié à l'expérience, c'est X final. Mais X max, on peut la connaître d'avance. Grouge, elle va jouer le lendemain, c'est quoi? 1500 mètres, on le connaît d'avance. Donc X max, il est connu d'avance. En dressant le tableau descriptif, en calculant X max, ne sait à l'avance que cette valeur, elle est là. Et je dois faire l'expérience et comparer ce qui est trouvé expérimentalement avec ce qui est prévu. Et là, la question que j'ai posée, est-ce qu'on est toujours dans des réactions qui aboutissent ou la fin qu'on aura, c'est celle qui est prévue? C'est-à-dire, la réaction est-il totale ou n'est pas totale? Est-ce qu'il va terminer sa course ou non vers la valeur maximale? Non, nous aurons ces deux possibilités. Comment connaître que la réaction il est totale et n'est pas totale? Il faut comparer X final avec X max. Lorsque X final est égal à X max, la réaction il est totale. Lorsque X final il est inférieur à X max, on est devant une réaction, une transformation qui n'est pas totale. Il est partiel. Et là, cette remarque-là, ce type de réaction, ils vont nous ramener vers le cours qui arrivera par la suite. Est-ce que toutes les réactions chimiques ou les transformations chimiques sont tous totales? Sinon, quelle est la méthode d'étude de ces types de réactions? D'accord? Donc, on passera à 3 en chiffres romains, et ça sera cette feuille qui est devant vous. Et son titre, ça sera « Étude d'une transformation chimique par méthode ». D'accord? Voilà. Suivi de l'évolution temporelle d'une transformation par méthode chimique. Donc 3. Suivi de l'évolution temporelle par méthode chimique.
ce que vous avez devant vous, cette activité, je vais faire d'une façon, d'accord, d'une façon qui c'est pas rigoureuse, nous n'avons pas des solutions qui ont des concentrations bien définies. Vous l'avez sur cette feuille-là. Et essayons de voir ce qui se passe dans ce suivi-là. Dites-moi les produits de réaction, essayez de la lire, et dites-moi les réactifs. À l'instant t est égal à 0, quelqu'un peut lire l'introduction. Yalla, involontaire. Oui, non. Je ferai moi-même. Donc, je ferai moi-même. À l'instant t est égal à 0, on mélange dans un Erlenmeyer, celui-là, là, un Erlen. Là, c'est un Erlen, là, c'est un ballon, et là, c'est un bécher. Donc, on mélange 50 ml d'eau oxygénée, de solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène, c'est son nom chimique. Donc là, je fais d'une façon non précise, uniquement. Donc là, c'est de l'eau oxygénée. J'utilise là 25 ici. Un autre, je mettrai dans l'Erlen, voilà. De concentration que vous l'avez, c'est un volume V2 de solution aqueuse de iodure de potassium, là c'est KI. Et là, à cet instant-là, je dois déclencher un chronomètre. Et l'apparition de l'iode, de I2, avec cette coloration, il virera vers cette coloration avec le temps. Donc, on peut suivre l'évolution de de mélange réactionnel. Normalement, je devrais faire un mélange avant et de déterminer le temps qui coule entre cette coloration-là et celle-là, afin de quoi? De répartir ces volumes à des intervalles de temps qui sont convenables et que je peux faire la manipulation avec sans que je sois pressé ou sans que je n'arrive pas à terminer toutes les titrages, les volumes donnés. Donc là, c'est le mélange réactionnel. Normalement, il doit être réparti dans des volumes égaux. Je ne vais pas utiliser des béchers, mais je vais utiliser des tubes à essai. C'est uniquement pour comprendre le processus. Je dois avoir des volumes. Donc je dois avoir là plusieurs. Tant que le nombre est grand, plus ma courbe il sera facile à être tracée. Donc après, le chronomètre est déclenché. Après 2 minutes, je dois mettre le contenu dans un bécher, ajouter à l'instant où je vais déterminer cette dosage, je dois ajouter quoi? Soit le mettre dans de l'eau glacée, soit ajouter carrément de l'eau glacée. La soirée, j'ai essayé, mais c'est pas j'ai essayé, j'ai préparé l'emploi d'amidon. Mais au matin, j'ai oublié d'apporter cet emploi d'amidon. C'est uniquement de maïzena,
avec de l'eau, c'est une bouillie, et ça donne 7 points en poids d'amidon. En ajoutant, la coloration jaune devient bleue, parce que l'œil il aura une difficulté lors de dosage à déterminer à quel instant la coloration et le bleu c'est mieux avec le jaune. D'accord? Donc on ajoute de l'emploi d'amidon et par la suite on va le doser. Donc je prendrai ce tube là que je l'ai préparé avant uniquement pour voir comment ça se passe. D'accord? Vous lisez. Donc, voici le mélange réactionnel. Nous l'avons réparti à des volumes égaux et par la suite, on demande d'écrire l'équation de réaction. Et là, il faut faire attention, il y a deux types de transformation. Il y a la transformation principale, c'est celle qu'on étudie. C'est entre I- et quoi? H2O2. Au cours de suivi, on va faire un titrage. C'est là. Un titrage, on utilisera quoi? Le thiosulfate de potassium, elle est là. C'est ici qu'on a le thiosulfate de potassium. Donc je mettrai un barreau aimanté à l'intérieur. Je le poserai et j'utiliserai l'agitateur magnétique. D'accord? Et là, vous voyez sur le schéma, dans la burette, c'est la solution de 2Na, c'est le thiosulfate de sodium. Et là, c'est le I2, un instant donné. Et je vais ajouter, je mettrai de l'eau glacée, ou je le mettrai dans un bain d'eau glacée, ça dépend ce que nous voulons. Dans ce cas-là, j'ajoute de l'emploi d'amidon. Vous l'utilisez en sciences naturelles pour mettre en évidence la présence de l'amidon. On ajoute de l'iode. Donc, on fait ici l'inverse. Donc, normalement, cette burette, il y a le 0 au haut. Et j'essaie de déterminer. J'ajoute. Il y a un mélange à l'intérieur. Cette barre est montée. Espérons que le volume là, il était concentré. En approchant voilà, décoloration totale. Et là, en lisant ce volume-là, on fera dans un tableau l'instant T et le volume de I2 ajouté. Puis on passera, après 2 minutes ou 5 minutes, on prendra l'autre bécher, on le fait passer, on dose avec le Na2S2O3 comme solution titrante. D'accord? Donc, nous revenons à cette feuille-là. Voilà le protocole expérimental. Donc, essayez de travailler. Prenez une feuille de l'extérieur du cahier. Donc, écrire l'équation bilan de la réaction 1, sachant que les couples, cette feuille doit être collée sur le cahier, flottant comme ça. Au-dessous, on fera la réponse. D'accord? Sur mon cahier, je ferai là. Et là, je vais répondre aux questions concernant cette feuille de travail. D'accord?
Donc la première question. Donc vous essayez de faire ce travail sur une feuille double. D'accord? Oui? Double, oui. Vous la ramenez, ça sera le mercredi ou le mardi? Le mercredi. Bien présenté, d'accord? Est-ce que tout le monde qui n'a pas la feuille? Oui, si quelqu'un n'est pas présent, vous pouvez lui apporter cette feuille. 2 filles. La première, voici la deuxième. Ça y est? Pour ne pas avoir une excuse pour le travail à la maison. Donc le mardi, Inch'Allah, sur une double feuille, la réponse à cette activité-là. Ce que vous avez, évidemment, su